Les citoyens rendent hommage à M. Philippe Barrette. Comité de relance de Rayum et de Béarn. Le comité veut 80 millions et demi de dollars. Et les amis de Rémi s'impliquent dans le monde culturel. Bien le bonjour et merci de vous joindre à nous pour l'actualité régionale de votre télévision communautaire au Témiscamingue. Aux fêtes d'hiver, même si on est toujours en automne, certains de nos citoyens ont maille à partir avec les autorités policières et sont maintenant incarcérés. C'est que des enquêtes pour vol ont évolué à la Sûreté du Québec. C'est le cas de dossiers impliquant Shani Landry Campbell. Le Témiscamien de 33 ans est arrêté à bord d'un véhicule volé à Val-d'Or le 2 novembre vers 16h30 à Nakamek, en Abitibi-Ouest. Une intervention survenue après des vols commis dans des commerces du secteur. Avec sa présumée complice, la mossoise Christelle Dupuis, 28 ans, l'individu qui posséderait un terrain à La Ferté y a conduit la police. Ces derniers, perquisitionnant une roulotte et un garage sur place, y ont trouvé du stock présumément volé au Témis. Des fouilles qui ont permis, avant de déposer des accusations, de mettre la main sur des drones, un véhicule tout-terrain et des clés de véhicules volés, des bonbonnes de propane rapportées volées aussi, des outils ayant fait l'objet de cambriolage et une arme à feu prohibée. Aussi s'ajoutaient au dossier d'accusation d'autres saisies méritant investigation des autorités judiciaires. Alors qu'outre 200 grammes de tabac illégaux, 30 grammes de cocaïne, 20 grammes de méthamphétamine, du crack et 30 grammes de cannabis ont été perquisitionnés. Dans l'industrie forestière, Unifor et 3 villes témiscamiennes souhaitent 80 millions et demi de dollars pour relancer les usines, que ce soit à Rayum ou Béarn. C'est ce que le syndicat dépose comme recommandation après ses discussions avec le gouvernement de François Legault il y a un mois à Québec. D'après Unifor, cet appui financier doit garantir la viabilité des usines tout en favorisant une transition énergétique plus verte. Le comité local incluant les villes de Béarn, Témiscamingue et Kipawa souhaitent l'octroi d'une subvention pouvant atteindre 60 millions de dollars pour la modernisation de l'usine, disponible pour tout nouvel acheteur ou opérateur, incluant Rayum. Pour la série Béarn, en plus d'une allocation annuelle de 500 000 mètres cubes de bois, le groupe demande un soutien financier additionnel avec un engagement de modernisation et d'augmentation de sa capacité à hauteur de 20 millions de dollars. De plus, les maires Pierre Gingras, Luc Lalonde et Norman Young espèrent une enveloppe de 500 000 dollars pour permettre au comité local de mener des études avec des consultants qui suggéreront des pistes d'exploitation de l'usine Rayum et les guideront pour explorer des solutions de financement, incluant la possibilité d'une vente à un tiers. Au-delà de ces recommandations, Unifor et ses partenaires municipaux demandent au ministère de l'Économie, de l'Innovation et d'Énergie d'accélérer la vente de l'usine cellulose en empêchant Rayum d'empocher les profits substantiels de la vente à Hydro-Québec d'électricité produite par une bouilloire alimentée au gaz naturel, ce qui engendrerait des impacts environnementaux préoccupants. On fait le point à Témis TV en accordant le temps nécessaire à Daniel Cloutier. Monsieur Cloutier est directeur d'Unifor au Québec. Vous souhaitez 80 millions et demi de dollars pour relancer les usines Rayum et Béarn. C'est ce que vous avez déposé comme recommandation après les discussions d'il y a un mois. C'est bien ça? Oui, c'est ce qui était annoncé là, au niveau des maires et du comité de relance là, qui provient du syndicat de l'usine. OK. Donc, c'est vraiment ce que vous demandez au gouvernement. Euh, je suis un citoyen du Témiscamingue et je me dis, est-ce que M. Legault va pas trouver ça exagéré? Comment c'est vraiment ce qui est nécessaire? Ben, écoutez, c'est en fonction des informations qu'on détient, ça semble être une des conditions, une des choses qui sont nécessaires. Maintenant, euh, on n'est pas dans les discussions directes entre Rayum, le gouvernement ou un éventuel acheteur. Donc, s'il y a d'autres voies de passage, que le gouvernement nous le dise. Et
essentiellement, ce qu'on souhaite, c'est que l'usine soit redémarrée, l'usine de cellulose, et que ça entraîne la réouverture des scieries qui ne fonctionnent plus, notamment parce qu'on n'a plus besoin de bois pour faire fonctionner l'usine, et que ça assure la pérennité économique de la région. Maintenant, le gouvernement a investi des milliards de dollars dans la filière des batteries électriques, supporte plein d'autres activité économique. On est depuis des années et des mois à dire au gouvernement, la foresterie a besoin d'attention. Le dossier de Témiscamingue est particulièrement important compte tenu de l'impact direct qu'il y a sur les populations affectées. Fait que oui, si le gouvernement doit faire un effort pour supporter un nouvel acheteur, un nouvel acquéreur, puis étudier la faisabilité d'un projet qui va assurer la réouverture de l'usine de cellulose, ben effectivement, je pense que c'est nécessaire. Donc, c'est normal qu'on parle de gros argent comme ça. Je voulais comprendre parce que quand même, 80 millions et demi de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais face aux milliards que rapportent ces usines-là, aux nombreux milliards, ben, c'est très peu. C'est ce que vous nous dites, chez Unifor? Ben, par rapport à l'ensemble des retombées économiques et sociales, ben, ça nous semble un bon investissement, mais le gouvernement s'est déjà commis aussi par les années, notamment au niveau des subventions, des prêts, des facilités économiques qui ont été mises en place pour la construction de la bouilloire numéro 10 et l'unité de cogénération. Maintenant, ben, un gros élément du message qu'on dit aussi, c'est que cette unité de cogénération-là, qui a été payée en grande partie par les payeurs de taxes, ne doit pas servir à enrichir Rayonier, qui a définitivement décidé de lancer l'éponge ici au Québec, et doit être récupérée pour alimenter ou travailler dans tout l'ensemble du site avec la réouverture de l'usine de cellulose et que s'il y a des profits générés par cette activité-là, ben, que ce soit dans le créneau de l'usine et dans les mains de l'opérateur qui fera l'activité. Et là, ben, dans ce sens-là aussi, le gouvernement a déjà investi plusieurs sommes d'argent et donc ça ne fait pas de sens de laisser Rayonier opérer la bouilloire actuellement et de uniquement vendre de l'électricité fabriquée à partir de gaz naturel. Ouais. Daniel Coutier, vous êtes en train de me dire que Rayonier, en plus de quitter la région avec les recettes, si on peut dire, des travailleurs d'ici, ben, fait de l'argent avec une usine fermée, continue de faire de l'argent avec une usine fermée en vendant de l'électricité à Hydro-Québec qui, elle, continue d'honorer un contrat qui ne devrait pas l'être. Effectivement, le principe de l'unité de cogénération, c'est qu'on récupérait les résidus forestiers provenant de l'usine de cellulose, ce qu'on appelle notamment la liqueur rouge, pour alimenter la bouilloire. Et cette bouilloire-là générait de l'électricité qui pouvait être en partie repris par l'usine de Rayonier pour faire fonctionner l'usine de cellulose. Et selon les fluctuations des besoins, l'excédent pouvait être vendu sur le marché à Hydro-Québec. Maintenant, actuellement, il n'y a plus aucune production de liqueur rouge puisque l'usine est arrêtée et Rayonier produit de l'électricité avec du gaz naturel. Maintenant, la bouilloire n'est pas essentielle au fonctionnement du reste de l'usine parce qu'il y a d'autres possibilités de générer de la vapeur. Cette bouilloire-là ne fait du sens que dans la mesure où on l'alimente avec de la liqueur rouge. Donc, actuellement, ben, Rayonier produit de l'électricité avec du gaz naturel et vend cette électricité-là à Hydro-Québec et ils font des profits au passage là-dessus. Donc, non seulement ils ont pris des décisions qui sont très problématiques pour la communauté en décidant de prendre les recettes et de s'en aller avec, il y a un rapport de force à établir avec Rayonier en disant on ne maintiendra pas ce contrat-là, on va couper ce contrat-là, on ne te laissera pas faire ça. Avez-vous des retours d'appel de la part du ministère tant de l'Environnement que de la Forêt là, à votre syndicat? Oui, on a des contacts avec les gens responsables du dossier, le sous-ministre ainsi que des gens d'Investissement Québec. On a des rapports lorsqu'on en fait la demande, on nous tient au courant des choses. Maintenant, c'est sûr que dans n'importe quel scénario, ça prend un repreneur.
On se fait dire qu'il y en a un, qu'il y a des discussions sérieuses. Maintenant, ben, c'est pas simple parce que c'est des ententes qui impliquent là, des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. C'est pas un petit site, c'est pas une petite usine. Et donc, on peut comprendre que ça prend un certain temps. Maintenant, bon, on comprend qu'il y a Ryan lui, en bon capitaliste, qui se fout bien de ce qui se passe au Témiscamingue, au Québec, cherche à tirer le maximum de tout ce qu'il peut tirer de là. Donc, il se fait tirer l'oreille. Est-ce que je vais vendre? Dans quelles conditions je vais vendre? Est-ce que je vais permettre qu'il y ait un compétiteur qui va opérer l'usine de cellulose? Et donc, un des leviers de pouvoir que le gouvernement a, de rapport de force que le gouvernement aurait, c'est de dire à Ryan, ben, les millions que tu fais avec la bouloire, tu ne les feras plus. Et fais-nous un prix qui a de l'allure. Voici mon opérateur qui est prêt à s'investir là-dedans. Faisait un prix qui a de l'allure. Puis merci, bonjour. Puis on reprend le site, puis là, on opère ça. Et puis là, ben, il faut trouver un créneau, il faut trouver une façon. Puis je sais que M. Dottori, qui est très associé à toute l'usine, a un plan. Est-ce que moi, je ne suis pas là, un ingénieur au niveau de la technologie? Est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Mais c'est porteur. Il faut étudier est-ce que ça peut se faire ou pas, mais ça permettrait une circularité des opérations de l'ensemble des usines et on pourrait alimenter les autres usines à partir de la pâte faite par l'usine de cellulose et donc faire en sorte que l'usine de cellulose est intégrée complètement dans le site et assure la survie de tout le reste. Et ça, en tout cas, il y a peut-être d'autres solutions possibles, mais c'est le genre de solution qu'on veut voir arriver pour s'assurer que l'ensemble du site fonctionne et fonctionne de façon pérenne pour les années à venir. C'est bien, M. Cloutier, que vous nous parliez de M. Dottori. Peut-être avez-vous des espions, mais j'ai parlé à M. Dottori il y a de cela quelques heures. Il est dans ce bulletin de nouvelles en notre compagnie. Et son plan, son premier plan, là, c'est que ce soit des Québécois qui s'occupent de cette usine-là, que ça revienne au Québec. Ben, là-dessus, on a tendance à être d'accord avec M. Dottori. On préférerait, nous aussi, un actionnariat québécois, voire même un actionnariat plus local. Euh, Maintenant, ben, on n'est pas dans le secret des dieux à savoir avec qui le gouvernement québécois est en contact actuellement. On espère que c'est quelqu'un qui va être très proche du Québec puis qui va avoir s'investir dans le Québec si c'est le cas. Mais au bout de la ligne, on ne voudrait pas voir maintenir l'état d'incertitude actuel, l'ensemble des mises à pied actuelles, l'impact actuel qu'il y a déjà sur l'économie de la région pendant plus que nécessaire parce qu'il y a des repreneurs qui se présentent puis on les boude. Fait c'est à souhaiter que ce soit des repreneurs locaux, mais si ce n'est pas le cas, ben, on va espérer à tout le moins que dans ce cas-là, le gouvernement aura la vision de faire en sorte que les ententes, ce ne sera pas le genre d'entente qu'on a vu que Ryan, où 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, c'est le massacre. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein, le cliché le dit, chez Unifor et les différents intervenants, il y a de l'espoir. Moi, je pense que oui, il y a de l'espoir. Sans espoir, de toute façon, c'est quoi l'autre option? Il faut définitivement faire tout ce qu'on peut pour, à la limite de nos capacités, pour générer un intérêt pour cet endroit-là. Faire en sorte que le gouvernement comprenne l'importance que ça a pour l'ensemble de la région, mais pour la vitalité économique du Québec aussi. Puis, il faut regarder ça pour ce que c'est aussi, là, dans le sens que l'usine de Témiscamingue, en termes de produits de cellulose, a développé des niches, a développé des produits particuliers à valeur ajoutée. Donc, ce n'est pas parce qu'on est au Témiscamingue que nécessairement, là, on n'est pas capable d'innover, on n'est pas capable de faire rayonner le Québec à partir de produits puis d'innovations qui seraient locaux. Là. Et donc, c'est un peu ça. Quoi. Le gouvernement doit comprendre la valeur de l'ensemble du site, non seulement pour les communautés qui en vivent, mais pour l'ensemble de l'activité économique du Québec et doit faire les efforts qu'il faut pour qu'un repreneur sérieux puisse être là, qui ait le goût de faire des affaires là, qui voit, lui, une possibilité d'être rentable puis de faire des sous. Et ça, ben, ça va être la meilleure nouvelle pour tout le monde. Et la valeur des hommes et des femmes qui sont capables d'opérer la place. Ça, c'est important Ben, aussi. absolument. Il y a des gens, là, moi j'ai rencontré des gens à l'usine là, qui sont depuis
depuis 3 générations travailleurs, travailleuses dans cette usine-là. Et donc, quand on parle de gens dédiés qui ont le cœur à l'ouvrage, ben, ce genre d'exemple-là, ils ne trouveront pas ce genre d'engagement-là auprès du milieu de travail, auprès de la communauté, à grands endroits, là, dans des grands centres, par exemple. Donc, c'est clair qu'il y a une valeur très importante à ça, puis il faut que ça fonctionne. Daniel Cloutier d'Unifor, les gens qui travaillent dans le dossier de ces usines à Béarn et Témiscamingue ont toute la place à la télévision communautaire de Témis TV. Donc, n'hésitez pas à nous en reparler. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. M. Cloutier nous a parlé de lui, il a évoqué son nom et bien sûr son ami Philippe Barrette ayant rendu l'âme le 10 novembre. On s'est rendu à Témiscamingue pour qu'il lui rende hommage lui aussi. Mais son leadership étant nécessaire, nous ne pouvions avant, et son vieux chum serait d'accord, osons le croire, nous empêcher d'abord de lui demander son opinion sur la crise forestière actuelle. Celui qui a fondé Tembec ne nous surprendra pas si vous l'entendez dire que c'est aux gens d'ici, au Témiscamingue et au Québec, que revient l'obligation de régler la situation. Car, comme a toujours dit son chum, il faut continuer. C'est important pour vous, les opportunités et d'avancer, de continuer d'avancer. Vous êtes quoi? Vous avez 85 ans ou peut-être un peu plus, je sais pas. Plus, oui. Un petit peu plus. Mais vous demeurez comme M. Barrette l'était, vous continuez d'avancer, de regarder en avant? Ben, j'espère jusqu'au temps que je suis en bonne santé, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Ça, moi, je trouve quelquefois c'est frustrant parce que tout le monde se plaint toujours. Ça marche pas, ça marche pas. Ils ne prennent pas l'initiative de positif de dire, regarde, pour moi, on contrôle notre destinée. C'est nous autres, c'est pas quelqu'un d'autre. Alors, il faut travailler, il faut faire, il faut être positif. C'est comme ça qu'on avance. Et vous pouvez citer Philippe Barrette là-dedans, dans l'équipe des gens qui ont toujours été positifs. C'était, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de Philippe Barrette dans la société. C'est vraiment un atout. Puis, comme je dis, s'il y en avait plus comme lui, on était une meilleure société. Monsieur Dottori, je peux pas, parce que je vous ai là, j'en profite, là. Le Témiscamingue connaît encore des difficultés avec l'industrie forestière. Philippe Barrette, et ça c'est la préfète Claire Baudu qui me l'a dit, aurait dit et continuerait à dire, faut jamais lâcher contre l'industrie forestière, faut toujours continuer. Est-ce que Frank Dottori dit la même chose en 2024? Vous avez eu des hauts et des bas avec Tembec, avec toute l'industrie aussi. Qu'est-ce que vous dites aux gens du Témiscamingue face à la situation actuelle? Ben encore, il y a une cinquantaine d'années, quand on était impliqués avec la fermeture, puis on était des gens qui ont pris l'initiative. Aujourd'hui, moi, je ne trouve pas l'initiative. C'est les gens, il semble que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Si on a des gens comme Philippe Barrette, moi-même, si on était plus jeune, il faut prendre le leadership. Moi, il y a beaucoup de monde, mais ce sont plus des politiciens qui sont impliqués, pas des gens qui ont mis leur cœur, comment ça s'appelle ça, pour faire la réussite. Alors, il manque l'esprit. Alors, moi, je trouve ça un peu frustrant parce que j'ai essayé, mais le gouvernement, il pense que l'industrie forestière, on parle, mais on n'a rien fait. Et c'est une vingtaine d'années qu'ils ont le même discours, puis il n'y a pas d'action. C'est toujours des études, c'est important, on va faire des études, mais il n'y a pas des décisions positives comme en Finlande, en Suède, en Chili, ailleurs. Ici, on parle, on ne fait rien. Qu'est-ce que vous suggérez au gouvernement, Frank Dottori,
une fois pour toutes pour régler la situation, puis peut-être arrêter de garder les gens du Témiscamingue en otage? Ben, il faut prendre le leadership encore, de dire, hey, c'est nous autres qui contrôlons notre avenir, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous autres de prendre le leadership et le gouvernement sont là pour nous aider. Et il faut qu'ils prennent des décisions positives de protéger les Québécois. Et on est chez nous ici, on n'est pas des Palestiniens ou des Américains, on est chez nous ici. Alors il faut que notre gouvernement nous protège aussi contre des compagnies qui viennent ici, ils prennent toute la technologie puis ils s'en vont. Moi, j'accepte pas ça comme un Québécois et un Canadien. J'accepte pas ça. Vous ramèneriez ces industries-là, nos industries témiscamiennes, entre les mains de Québécois. Il y a Chantier Chibougamau qui est très actif. Vous aimeriez ça, que Chantier Chibougamau... Ben ça, c'est une compagnie avec des filions là, qui ont de leadership dans la région. Il faut en avoir encore un peu plus, avec des gens chez nous qui prennent l'initiative de devenir des leaders, des gens qui, dans l'industrie, pas tous des socialistes avec les bien-être social puis tout ça. Il faut travailler pour générer la richesse, pour payer pour toutes les choses, les autres choses. Est-ce qu'il y a de l'avenir dans le monde de la forêt? Il faut faire un peu de changement. Je pense que le gouvernement, il faut qu'il prenne l'initiative parce que des changements dans la forêt, ça prend des années. C'est pas que ça peut faire demain matin. Et, l'industrie au Québec n'est pas compétitive. Le gouvernement augmente toujours les tarifs. Mais il faut mettre l'investissement comme ailleurs dans le reboisement de l'industrie, des technologies, au lieu de parler toujours des automobiles électriques. Il y a plus au monde. C'est la richesse, c'est naturel, c'est la forêt. Et il semble que le gouvernement et beaucoup de monde a oublié ça. Son père Guy a été parmi les leaders régionaux. Sébastien Lemire va participer à l'hommage à M. Doctory, qui nous revient tantôt, parce qu'il a lui aussi voulu évidemment souligner le départ de M. Barrette, l'un des grands leaders qui a connu la région 08 au complet au cours des 60 dernières années. Si chacun de nos domaines d'expertise peut trouver son leader, ben, il semble que l'homme qui a encore, après des décennies de vie active, ne voulait pas s'arrêter, était un meneur partout. Partout où il s'est impliqué, tout domaine confondu. La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, nous parlera de lui aussi. Mais d'abord, le maire d'une municipalité gérée 30 ans par le monument Philippe Barrette, M. Pierre Gingras. Ça va être très dur à remplacer comme homme impliqué, comme homme engagé et avec quand même un fort potentiel pour réunir des gens, puis les intéresser au dossier qui venait. Alors, avant d'arriver au dossier des souliers de M. Barrette, là, ça va prendre quelqu'un d'assez exceptionnel. Qu'est-ce que vous retenez de sa présence, de sa gestion ou tout simplement de l'homme que vous avez connu? Moi, je l'ai connu, j'ai travaillé 20 ans pour lui à Tambec. Ensuite, quand il était maire, j'ai été conseiller 16 ans, moi. J'ai été directeur général 5 ans. Donc, j'ai toujours côtoyé Philippe Barrette et j'ai toujours admiré de son travail. Et il a toujours su mener des gros dossiers avec fermeté. C'était un gars quand même très poli, pas de rancune avec personne, mais quand il y avait un dossier important, il était là et il prenait sa place. Autrement dit, il y a un dossier comme le Parc national au Pélican. S'il n'avait pas été là, c'était une étape au moment que lui a franchi, qu'on avait besoin de ça. Donc, c'est un peu grâce à lui que ce Parc national-là est là dans les étapes qui ont été apportées. C'est quelqu'un qui s'est impliqué au niveau régional dans beaucoup de dossiers. Si on parle, en plus d'avoir été préfet pendant 8 ans, puis vers 20 ans, il a été aussi président de la commission scolaire pendant plusieurs années. Donc, dans l'éducation, il s'est impliqué. Côté santé, les infrastructures, les années, les centres de santé, il y avait toujours des implications là-dedans. Côté, il y a même côté Abitibi aussi qui a travaillé des dossiers. Il a travaillé fort sur des dossiers foresterie.
mais il a aussi été sur le comité du CERDAC, qu'on appelait dans le temps, au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, un homme impliqué pour le bien de la communauté et impliqué pendant plusieurs années. Il vient de décéder à 92 ans. Il était encore président de l'OMH à Témiscamingue. Là. Donc, ce n'est pas le nombre d'années qui ont manqué pour faire tout ce qu'il voulait amener comme bon pour notre communauté. Rappelez-moi, dans quel endroit il était impliqué la dernière fois? L'OMH, l'Office municipal d'habitation à Témiscamingue. Il est président du conseil. Donc, même à 92 ans, il était là, même à la dernière rencontre que j'ai été, il était là encore comme président pour l'organisation. Il voulait s'impliquer pour peut-être le développement de nouveaux appartements, de nouveaux logements pour les gens du Témis. Oui, il s'impliquait là-dedans et aussi pour le mieux-être de ceux qui sont là présentement aussi. C'est un gars qui était, je dirais, tout le monde l'aimait dans le fond. Même en 2023, il a gagné il a eu le prix régional pour le développement durable. Donc, c'est important, c'est pas tout le monde qui reçoit des titres comme ça. C'est un gars qui était connu aussi politiquement, qui s'impliquait dans plusieurs dossiers. Donc, côté politique, lui, les premiers ministres puis les ministres, là, ils les connaissaient et eux autres aussi, ils connaissaient. Je me rappelle une rencontre à la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, où il y a un congrès annuellement et tous les maires et conseillers sont presque présents, au-dessus de 2000, quelques cent personnes dans la salle. Et M. Charest, qui était le premier ministre à ce moment-là, quand il est arrivé à son discours d'inauguration, et salut à M. Barrette dans la salle. Là. Donc, il était connu, aussi des ministres. Il ne passait pas inaperçu, il laissait une trace quand il passait quelque part. Ça avait une influence ainsi sur la gestion de la ville ou de la région où il travaillait? Naturellement, parce que lui, il avait le tour, il avait l'habilité de se créer des bons contacts sur lesquels il pouvait travailler avec. Un exemple à suivre pour vos années à vous et ceux qui vous entourent? C'est un exemple à suivre pour tous les gens. Et surtout ceux qui vont s'impliquer dans la communauté comme il l'a fait. Alors, oui, c'est un exemple à suivre. Il s'est impliqué comme peut-être rarement d'autres pourront le faire? C'est difficile. Il y en a sûrement quelques-uns, des hommes comme lui, qui vont passer. Mais sont dû retrouver, puis c'est pas... tu trouves pas ça dans tous les coins d'eux. Monsieur le maire Gingras, merci de nous avoir parlé de M. Barrette. Ça me fait plaisir. Madame Claire Bolduc, à votre tour de dire un bon mot pour rendre hommage à Philippe Barrette. Vous retenez quoi au premier abord de cet homme-là? 1, c'est un bâtisseur. 2, c'est un rassembleur. Philippe Barrette a été de toutes les batailles au cours des 35 dernières années. Il continuait, même à la retraite, même comme politicien retraité, il continuait de s'impliquer dans plusieurs dossiers, à faire les suivis appropriés, les interventions requises. Donc, un bâtisseur. Il a été de la relance de l'usine en 72, il a été du maintien et de la vitalité de sa municipalité, de sa ville, Témiscamingue, pendant près de 30 ans. Il a été au cœur des actions de la MRC. C'est un bâtisseur. On lui doit les interventions pour le parc au Pémican, on lui doit plusieurs interventions pour le développement local. C'était aussi un leader qui savait rassembler autour de lui, autour des idées qu'il portait. C'était une personne qui savait naviguer entre des opinions différentes. Philippe Barrette, c'est une perte autant politique que bénévole pour tout le territoire témiscamien. J'ajouterai qu'il a été à l'origine un des partenaires importants d'une action très importante dans le milieu municipal, les villages relais. Il a été partie prenante, d'ailleurs Témiscamingue est un des villages relais du Québec. Il a été partie prenante de la création, du maintien et de la popularité de cette mesure-là. C'est pas banal, parce que c'est une mesure qui couvre l'ensemble du Québec. On perd un bâtisseur et un leader. J'ai le souvenir d'un homme tellement attachant, vraiment un mentor en matière de politique. Avec les difficultés que connaît le Témiscamingue et de façon, évidemment, la région a des hauts et des bas, pas seulement le Témiscamingue, l'Abitibi, les régions ressources.
Est-ce que déjà vous avez osé lui demander « Qu'est-ce que je fais, M. Barrett ?» Absolument. C'est d'ailleurs une des premières personnes à qui je parlais. Je l'ai rencontré moins d'une semaine avant son décès et il était encore animé de cette flamme-là, de cette flamme politique et de l'importance du développement de sa communauté. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Puis la première chose qu'il m'a dit, c'est « lâche jamais, baisse jamais les bras ». Puis la deuxième chose qu'il me dit, c'est « ça leur prend du temps à Québec, mais ils finissent toujours par entendre. Baisse pas les bras, continue ». Alors, deux conseils très importants, plus quelques petits trucs pour bien rejoindre les gens. Il avait encore cette flamme pour le développement de son milieu. Monsieur Barrett, c'est inoubliable. Des gens dont nous avons besoin. Des gens dont on se demande comment on fera pour se passer de leur présence. C'était une mémoire d'abord pour tout ce qu'a vécu le Témiscamingue au cours des 70 dernières années. C'était aussi une personne impliquée. Il était toujours bénévole dans plusieurs organisations. C'était enfin quelqu'un qui réfléchissait. Il avait cette capacité d'analyse et de réflexion dont on a tellement besoin. Ça fait souvent défaut, ces qualités-là. Et lui, il savait réfléchir et analyser pour revoir des situations importantes, pour détecter les éléments sur lesquels on pouvait travailler, pour détecter aussi les ancrages auxquels s'attacher pour pouvoir faire avancer les dossiers. Alors, capacité de réflexion, capacité d'analyse, mais je reviens à son leadership, capacité de diriger sans que ça ait l'air d'être une proposition ou un ordre, capacité de diriger des gens, d'orienter des gens. Je le répète, j'ai un souvenir, autant dans mon cœur que dans ma tête, d'un homme pleinement investi de sa communauté. Bien, c'était un ami, puis quelqu'un que j'ai fait beaucoup de travail avec lui au moulin, parce qu'il travaillait avec moi, mais aussi dans toutes les choses qu'on a essayé de faire à Ville. C'est lui qui a fait une contribution majeure pour avoir un don du gouvernement pour 1 million, 1,5 million pour construire le centre. C'est des choses que ça n'arriverait pas si c'était pas lui qui était comme ça. C'est difficile pour lui d'accepter un non quand il avait mis son objectif de réussite. Et il a réussi, il a appelé le Premier ministre, on était allé voir, il a organisé une réunion avec lui, puis je suis allé avec lui, puis il a fait une bonne performance et il a obtenu l'approbation, mais il y a eu un changement de gouvernement. La nuit avant ça, il n'avait pas confirmé le don. Puis Philippe a appelé Claude Ryan, qui était le ministre des Finances à ce temps-là, à 9h jusqu'à 11h. Il a réussi à avoir l'approbation. Et c'est pour ça qu'on a une belle centre ici à Témiscamingue. C'est le travail que Philippe faisait pas tous. Il était très occupé pour le bien-être de la communauté, de tout le monde. Même avec lui, il y a quelques années, on travaillait dans la ville pour voir des améliorations dans le centre de santé et pour les vieux. Et c'était frustrant avec la bureaucratie du gouvernement, parce que c'est très frustrant. Mais lui, il n'était pas quelqu'un qui acceptait un non. Il travaillait très, très fort. Alors, on a perdu quelqu'un qui a fait une contribution majeure pour la région. Pas seulement pour Témiscamingue, mais dans la région, parce qu'il était impliqué partout et très positif. C'est ça qui manque aujourd'hui. Tout le monde est un peu négatif. Il veut les choses qui viennent du gouvernement. Lui était quelqu'un qui prenait l'initiative. Même quand il était maire dans la ville, il faudrait que tout le monde, les maisons, le gazon, c'est tout en bonne condition. Alors, on a perdu
un grand actif et un ami aussi. Ça a été un compagnon pour vous dans votre carrière? Oui, parce que, on était établis ici avec Tembec et Témiscamingue. Et tous les projets ont été impliqués, c'était avec lui. Et il était un bon promoteur de développement économique. Alors, c'est sûr que les gens ont perdu quelqu'un qui c'est presque impossible de le remplacer. Sébastien Lemire, on est à Ville-Marie. Je vous ai fait déplacer de Notre-Dame-du-Nord à Ville-Marie. On est habitué de vous retrouver à Notre-Dame-du-Nord dans nos studios, mais c'est important pour moi d'être à Ville-Marie avec cet hommage à Philippe Barrette dans ce bulletin de nouvelles, parce que c'est la ville-centre, parce que Philippe Barrette a brassé certainement beaucoup de sa business ici, mis à part à Témiscamingue, et parce que Guy Lemire, papa, a fait certainement les 400 coups comme leader social, économique avec Philippe Barrette ici dans la ville-centre. Hein? Bien, tout à fait. Je pense qu'il faut reconnaître qu'on perd un très grand régionaliste. Un homme qui était impliqué, sensible et qui se battait pour sa région. Moi, ça fait longtemps, évidemment, que je connaissais bien le nom de Philippe Barrette. Quand on s'est retrouvé, moi, dans la fonction de député, ça a été quelqu'un qui m'a tendu les bras grands ouverts, avec qui je croisais assez régulièrement. Il faut dire que Témiscamingue est une ville très dynamique et qui a vécu beaucoup de choses, des hauts et des bas, il faut le dire, au courant des 5 dernières années de mon mandat. Et souvent, Philippe Barrette était présent et était nommé. Parce qu'il faut dire que dans ces 5 années-là, et c'est une belle chance qu'il y a eu, Philippe Barrette a été honoré de son vivant, d'abord par la ville de Témiscamingue avec l'inauguration du parc auquel j'étais présent, mais aussi par la conférence des préfets, par cette médaille-là, et ça aussi, j'étais présent. Donc, c'est des beaux événements pour rendre un hommage à un grand homme de la région. C'est une perte. Puis quand on voit Témiscamingue aujourd'hui, c'est une ville qui est magnifique, c'est une ville qui est fière et malgré les défis qu'elle relève, bien, je pense qu'il y a une partie de ça qu'on doit à Philippe Barrette, cette résilience-là et la volonté de combattre des gens de Témiscamingue. On dit de M. Barrette qu'il est un leader, qu'il l'a été jusqu'à la toute fin. Et moi, ça m'amène un lien parce que j'ai connu beaucoup ton père, Guy. C'était aussi, moi, ça a été mon exemple de leader pour l'Abitibi-Témiscamingue avec Guy. Et Guy et Philippe étaient unis ensemble dans leur quête pour un meilleur Témiscamingue, une meilleure région 08. Et oui, puis peut-être qu'aujourd'hui, on devrait s'en inspirer, effectivement. Mon père, comme directeur général, devait avoir l'assentiment de son conseil pour être capable d'avancer. Donc oui, ça prend des alliés qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont de l'audace. Et ça, la région, bien, peut-être qu'on est dans un moment dans lequel il faut renouveler. On en a des leaders audacieux, mais il y a un message qu'on devrait porter, refaire peut-être certaines batailles du passé, s'inspirer des gestes qu'a fait Philippe Barrette et ce serait certainement quelque chose de très actuel dans lequel notre région pourrait sortir gagnante encore une fois. Est-ce que Philippe Barrette, lorsqu'il arrivait dans le bureau de Sébastien Lemire, il disait « Hey, le kid, souviens-toi de ton père? » Bien, disons que d'abord, c'est moi qui se déplaçais vers Témiscamingue davantage que lui qui est venu à mon bureau. Ceci étant dit, oui, c'était un peu l'esprit du personnage, puis je vais le nommer comme ça. C'est un homme fier, mais c'est un homme qui va chercher la complicité des gens. Mais c'est un homme qui veut des résultats, c'est un homme qui reconnaît la valeur humaine des choses et en ce sens-là, bien, effectivement, qu'on s'est très bien entendu. Là. Sébastien Lemire, maintenant, retient quoi de Philippe Barrette? Est-ce qu'il se dit « je serai un leader aussi puissant »? Est-ce qu'il retient des conseils de Philippe Barrette jumelés à ceux de son père? Bien, pour moi, je pense que je vais retenir le sourire de l'homme. Puis sa volonté de venir nous chercher dans une pièce quand il vient nous voir, que c'était au 100e de Témiscamingue ou d'autres événements dans un match des Titans ou autre, on était dans la même pièce et il venait, puis là, s'assurer de la complicité, puis de l'anecdote, de la camaraderie. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, le côté humain de l'homme, mais l'importance aussi des batailles qui font avancer un territoire.
Il y en a des batailles actuellement encore avec l'industrie forestière. D'autres témoins de sa vie nous ont dit que M. Barrett invite tout le monde à ne jamais lâcher. C'est une autre invitation qu'il faut encore, évidemment, tenir avec Ryan et Béarn qui en arrachent actuellement. Ben oui, puis on peut s'inspirer aussi. On sait que les derniers mois n'ont pas été faciles pour lui. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, on a senti que la santé était plus difficile. Hein? Donc, en ce sens-là, oui, l'image d'un battant, l'image de prendre soin aussi de son monde à travers ça est importante, mais un focus sur le résultat qu'on veut atteindre, puis de ne pas se décourager, effectivement. De mettre toutes nos énergies dans le résultat, c'est ce que moi, je vais retenir aussi de lui. L'image d'un système de santé aussi efficace dans sa région. Bien, et là, tu sais, faut se rappeler, c'est quoi Témiscamingue, tu sais? C'est une partie qui n'était pas facile à rattacher au nord du Témiscamingue. Hein? C'est 3000 habitants environ. Mais la partie sud du Témiscamingue, tant dans le système de santé que dans d'autres lieux, c'est pas facile, le sentiment d'appartenance. Tu sais, on avait, grâce aux pirates puis aux titans, une énergie très Témiscamingue, le nord par rapport au sud. Mais quand on parle d'offres de services, quand on parle même de services commerciaux, souvent, Témiscamingue se tournait le dos vers North Bay, ce qui n'est pas nécessairement gagnant d'un point de vue d'économie locale. Et on sent quand même qu'il y a une volonté des gens de Témiscamingue d'avoir une place qui leur ressemble, une économie qui roule. Mais c'est pas facile, c'est pas simple. Heureusement, puis il y a aussi quelque chose, je veux souligner, comment c'est un territoire qui est uni avec ses communautés autochtones. Et ça se crée pas du jour au lendemain. Il faut que ça se fasse de longue date. Et forcément, les décennies de Philippe Barrett à la mairie de Témiscamingue ont créé ces liens-là, que ce soit avec Wolf Lake ou avec Québec. Ça s'est créé comme synergie. Le temps à l'époque aussi, c'était des places qui étaient distinctes. Donc, de réunir la solidarité du sud du Témiscamingue, il fallait le faire, puis de défendre la qualité de service à chaque endroit de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est une bataille qui est pas négligeable. Il y a une réflexion constante à avoir. Cet esprit de décentralisation de l'ensemble des services pour les gens. On a le droit d'habiter chaque endroit de notre territoire puis d'être servi de la même façon comme citoyen. Philippe Barrett a été impliqué non pas seulement en forêt, en santé, en éducation. Il n'y a pas un prof, certainement, ou un directeur d'école qui n'a pas une pensée pour lui aujourd'hui? Bien, souhaitons-le, puis souhaitons qu'elle sera encore longue, cette pensée-là, parce que, justement, c'est un homme qui laisse un héritage, c'est un grand de la région, puis j'espère qu'on saura se rappeler de cet homme-là longtemps. Salut, M. Barrett. Salut Philippe. Ils sont aussi des meneurs au Témiscamingue. On peut les nommer, hein, les Gary Blackburn, Joanne Di Maurizio, José Roy ou Étienne Maillet. Déjà, plusieurs ont fait le lien. Vous avez reconnu ces gens qui sont impliqués avec le Téléthon de la ressource pour personnes handicapées en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Ça revient dans 2 mois, le 26 janvier 2025. Une levée de fonds régionale qui en est à sa 28e présentation cette année. Aucun lien de parenté. Jean-François Moreau de Moreau Électrique assume la présidence d'honneur alors que Rémi Mailloux et toute son organisation sollicitent à nouveau votre aide. Elle est précieuse. Jean-François Moreau, cette présidence d'honneur du Téléthon, on ressent quoi? Beaucoup de gratitude. C'est un privilège. Je me sens privilégié de pouvoir participer à cet événement qui est un grand événement pour la région. Pour de nombreux présidents d'honneur, c'est des défis relevés que d'amasser les fonds nécessaires pour les personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un gros défi pour vous? Ben oui, c'est un gros défi. Cependant, l'équipe de Rémi sont très bien. C'est une cause qui est facile à aimer parce qu'elle est très bien organisée. Les partenaires sont là de longue date. Fait que oui, c'est un défi, mais c'est quand même c'est une belle organisation, une bonne cause. C'est important de s'impliquer, puis je suis vraiment content de le faire. Quel est votre objectif pour 2024? Ben, en fait, on dit 500 000 $. On verra
c'est sûr qu'on vise plus, on va atteindre l'objectif. 1 demi-million pour l'entreprise Monroe, c'est, je veux dire, c'est facilement atteignable. Est-ce que ça veut dire que vous espérez dépasser ça? Oui, on espère le dépasser. Rémi Mailloux, dans ton allocution lors de la conférence de presse, tu as parlé des 28 ans du Téléthon et des doutes que soulevait le Téléthon il y a 28 ans. Tu veux dire que le défi est relevé par toute la population? Hein? Oui, effectivement, parce que je pense que le Téléthon, c'était fini, que c'était pas qu'on n'était plus capable d'aller sur les ponts. Sauf que nous, en Témiscamingue et en Abitibi, on avait l'occasion de travailler en étroite collaboration avec les gens du réseau du SAC, qui, eux, nous faisaient part des demandes. Puis ce qu'on disait à la population, ben l'argent que vous allez nous donner, là, on va l'investir pour faire un équipement spécialisé en production médicale, en bourse d'études, en adaptation de domicile d'urgence. En fait, donc, tous les besoins que les personnes ont, qu'on peut combler, mais tout le temps par rapport à ce qui existe au niveau gouvernemental, parce qu'un Téléthon ne doit pas remplacer les services du gouvernement, mais il doit colmater les brèches des différents programmes, puis je peux vous dire que des brèches, il y en a en tabarouette. Le fait d'avoir tenu parole, c'est ce qui fait que les gens sont encore là pour vous? Ben, c'est ça le succès du Téléthon. C'est que si on a tenu parole, les gens y ont répondu présent. Ils constatent, ben souvent, je suis surpris de constater aux gens qu'on rencontre ou qu'on voit, dire hey, c'est venu en aide à mon père, à ma mère, à ma tante, à ma soeur, à mon fils. On est surpris de ça, mais effectivement, avec 2150 membres, puis tout plus de 450 membres au Témiscamingue, ça fait beaucoup de gens touchés par l'aide de la ressource. 28 ans, 27 ans de Téléthon, c'est combien de dons amassés, Rémi? Je te dirais, là, on tourne à l'entour de 12,5 millions de dollars qui est investi, là, que les gens prennent de leur poche et aident la population avec les sous. Et c'est sûr qu'avec cet argent-là, on est allé chercher d'autres programmes qu'on a gérés et qu'on a veillé à ce que ces programmes-là contribuent à la hauteur qu'ils devaient, à la demande qui était produite par les médicaments. D'ailleurs, on collabore avec nos gens du CRLM anciennement, du CRBI qui fait partie du SAC, nous intervenants, que ce soit nos ergothérapeutes, physiothérapeutes, travailleurs sociaux du Témiscamingue sont là pour nous rapporter les besoins et nous transmettre les demandes. Avec ça, ben, avec eux, on est capable de faire un bon travail. Plus de 450 membres, donc des gens qui en bénéficient et qui d'autres gens qui sont comblés par l'aide du Téléthon. Oui, puis je vous dirais qu'au Témiscamingue, il y a une forte proportion de personnes âgées. Puis, des fois, on dit personnes âgées, c'est pas des personnes handicapées, mais au contraire, une personne âgée
qui ont des limitations significatives et persistantes. Dans notre livre à nous, c'est des personnes handicapées. Donc, on a beaucoup de gens là, du Témiscamingue à qui on vient en aide. Rémi, 28 Télétons, ça nous rapproche d'un 30e. Est-ce que... C'est sûr qu'on ne veut pas que Rémi parte parce qu'on sait qu'il est apprécié, mais est-ce que... il veut se rendre jusqu'à où, Rémi Mailloux, au Téléthon? Ça fait 20 ans que je travaille à ma relève. J'ai tout le temps ça à l'esprit, puis c'est important que là, qu'après Rémi Mailloux, la ressource reste forte. Puis, justement, avec le conseil d'administration et l'équipe actuelle de la ressource, on est là-dedans, on est dans le processus. D'ici à 1 an, 2 ans, là, ça devrait, les titres devraient changer. Ça ne veut pas dire que Rémi sera plus là, mais on verra. Mais c'est sûr que la relève est là. Excellent. Ben, on la veut, la relève, parce que on veut pas perdre Rémi, puis on veut pas perdre toute cette belle aide que le Téléthon peut apporter. Alors, bon succès encore cette année, Rémi. Merci, puis merci aux gens du Témiscamingue qui sont déjà en écart. Évidemment, Témis TV vous invite à être généreux. On en profite d'ailleurs pour saluer Mme Suzanne Plot et Aline Tanguay et Guy Morneau. Ils sont les marraines et parrains d'honneur du Témiscamingue au Téléthon de la ressource 2025. Il y a des organismes qui font de la magie dans notre communauté. Et parmi ceux-là, il y a les Amis de Rémi. Rémi, c'est un ancien policier qui, à sa mort, a décidé d'offrir son héritage pour le monde culturel. Un don a servi à quelque chose et M. André-Hugues Gingras nous en parle à l'instant. La Fondation existe depuis 2012. Elle a été créée suite à l'idée de Rémi Gilbert, qui était sergent détective à la Sûreté du Québec. Il voulait offrir des activités en surplus à ce que le système scolaire peut offrir aux jeunes. Donc, sa fille étant élève à l'école Saint-Gabriel, sa conjointe y enseignait, il a contacté la directrice, Mme Suzanne Bernard, puis ensemble, ils ont monté le projet de trouver une façon de donner des activités supplémentaires aux élèves. Malheureusement, Rémi est décédé quelques mois avant le lancement de la Fondation, mais il avait su rassembler beaucoup de gens du milieu, des commerçants, des gens des organismes communautaires. Puis ils ont décidé, eux, de poursuivre son rêve. Donc, en 2012, la Fondation a été créée, un organisme à but non lucratif enregistré selon les lois du Québec, tout en bonne et due forme. Et puis, à ce moment-là, on a recherché du financement, aidé les écoles à gérer leur propre campagne de financement. C'est une des choses que la Fondation fait, c'est de gérer l'argent que les écoles veulent nous transmettre. Puis, on le redonne aux besoins quand ils le demandent, en nous assurant que la mission de la Fondation est respectée, c'est-à-dire promouvoir des programmes sportifs, culturels ou artistiques dans les écoles du Témiscamingue. En 2017-2018, on a eu la belle surprise que M. Paul Lachapelle, un monsieur originaire du Témiscamingue, mais qui a fait carrière en Californie, nous choisisse pour nous faire 2 dons totalisant 10 000 $. Donc, on a pu faire des demandes de projets auprès des écoles. La demande de M. Lachapelle, c'est que les projets devaient tourner autour de la musique. Donc, dans ces 2 années-là, on a environ 4 projets par année qui ont été soutenus dans les écoles. Par la suite, M. Lachapelle était très heureux de ce qu'on avait fait avec son don. Il nous a dit qu'il se souviendrait de nous. Et puis, dans l'année suivante, malheureusement, M. Lachapelle est décédé. Et effectivement, il se souvenait de nous. Lors de la lecture de son testament, il a remis 530 000 $ à la Fondation, avec comme souhait qu'on puisse faire vivre la musique aux jeunes. Puis là, il est arrivé la pandémie. Donc, on a été capable de rien faire avec cet argent-là depuis qu'on l'a reçu en 2019. Maintenant, on repart la Fondation avec ce montant d'argent qui s'est accru avec les placements qu'on a fait. Maintenant, on a créé le fonds Jérémina Richard Lachapelle, du nom de sa mère qui voulait honorer. Elle avait enseigné la musique ici dans les années 40-50 et un peu plus tard. Donc, le fonds est maintenant rendu à 625 000 avec une projection à 645 000 pour la fin de l'année.
Donc, ça nous permet de voir pour des projets musicaux. Et ça nous amène deux grands défis. Il y a presque plus d'enseignants de musique dans les écoles au Témiscamingue. Donc, lever des projets musicaux, c'est un peu complexe. Puis, il faut trouver des manières de financer les autres activités non musicales. Donc, l'idée nous est venue du spectacle qui nous permet, avec les profits qu'on va faire aujourd'hui, de pouvoir offrir aux écoles de nous soumettre des projets dans des domaines non musicaux. Puis les projets musicaux, on va avoir le fonds Jérémina Richard Lachapelle pour soutenir les besoins des écoles. Donc, pour ce premier spectacle, qui on espère va être un premier d'une longue lignée de spectacles, on tient à souligner la généreuse contribution de nos commanditaires, en particulier nos deux commanditaires diamants, soit le Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue et Desjardins, qui nous ont remis des montants au-delà de 1 000 $. Donc, un grand merci. Et également les autres, vous allez pouvoir les consulter sur notre page Facebook. On va publiciser les noms de tout le monde. Dans le merveilleux monde du sport, les Pirates de Ville-Marie qui ont continué d'impressionner, mais il y a une activité d'envergure qui s'en vient cet hiver au Témiscamingue, à ne pas manquer, sous le thème « Là où on crée des souvenirs et des espoirs », en clin d'œil à la signature du Témis « Là où on vit ». Ça a été annoncé, cet événement, c'est la tenue de chez nous de la 40e finale régionale centralisée des Jeux du Québec. C'est gros et ça se déroulera entre le 31 janvier et le 2 février. Les villes hôtesses, en collaboration avec Notre-Dame-du-Nord, Saint-Bruno-de-Guigue, Témiscamingue et Rouyn-Noranda, accueilleront certaines disciplines et vibreront alors au rythme des jeunes athlètes. Sous la présidence de Luc Lavoie du comité régional, les Jeux, grâce au soutien de nombreux bénévoles, feront place à 14 disciplines sportives. En compétition se tiendront le patinage artistique, le curling masculin et féminin, le karaté, le badminton, le ski de fond, l'haltérophilie, le judo, le tennis de table et le ski alpin. Un volet en démonstration s'ajoutera à la programmation sportive permettant aux élèves du primaire de vivre l'ambiance d'un tel événement en mini-hockey, en mini-basket, en mini-volleyball et même en futsal. Dans le merveilleux monde du hockey, au hockey junior, nos Pirates de Ville-Marie continuent de surprendre en battant la meilleure équipe du circuit. Et avec les exploits devant sa cage, Maxime Audette qui maintient un pourcentage d'efficacité et d'arrêt un peu plus supérieur à 91 %. L'équipe qui se maintient au 5e rang de sa très forte division. Quand même pas loin de 20 points séparant la première place de Wasaga de la dernière position de Sainte-Terre. Le Bécard qui visite, on vous le rappelle, Ville-Marie le 29 novembre. À surveiller aussi d'ici la fin du mois au sein de l'équipe le 23 novembre. Selon ce que le propriétaire des Pirates nous a révélé, l'équipe et un invité spécial vont souligner le 600e match de l'animateur Guy Champoux au micro et à la description des matchs de l'équipe. Aussi en décembre, le 20, retrait du chandail numéro 4. Vous vous souvenez, c'était qui? Un jersey qui appartenait, vous l'aurez deviné, les vrais partisans, à Justin Rivet. Ce qui complète nos actualités régionales sur Témis TV. Merci à tous ceux qui acceptent de travailler avec et pour nous dans la communauté témiscamienne. Merci de partager vos nouvelles. L'adresse pour le faire, journaliste@témis.tv. Appelez-nous, écrivez-nous, nous serons là. Dans la communauté, surveillez et abonnez-vous aussi au Facebook Témis TV où ensemble, là aussi, nous communiquons. D'ici là, bonne chance au prochain bingo et prenez soin de vous, mesdames, messieurs. L'hiver peut arriver avec sa bordée de neige n'importe quand. À bientôt.